Ensuite, le deuxième point, c'est l'importance ante- et post-davidique. Bon, à ce moment, on va vraiment évoquer deux pays africains, l'Égypte et Couche, deux puissances internationales de grande envergure. Et les livres prophétiques de la Bible en parlent abondamment, y compris certains livres historiques. Alors, l'importance géopolitique et économique. Durant le règne des rois de Juda, descendants de David, l'Égypte demeure une puissance militaire et économique et formidable. Une puissance militaire et économique formidable. Ce qui est intéressant, c'est que depuis Abraham, il y a au moins 700 ou 800 ans qui sont passés, mais pourtant, même à cette époque, quand les Juifs ont faim, lorsque les conditions de vie et la guerre menacent le pays, leur réflexe était d'aller en Égypte, donc en Afrique. Et ça, on peut le retrouver dans Jérémie 41. Si vous connaissez les textes, vous allez vous rendre compte que le peuple est menacé par l'invasion de Babylone. Mais les habitants disent, ah, nous, on va aller en Égypte, se cacher là. Parce que là-bas, non seulement ils pensaient y avoir la sécurité et la nourriture. Deuxièmement, dans la région proche-orientale, il y a un jeu d'équilibre géopolitique qui consistait à rechercher des alliances étatiques avec le trio des puissances concurrentes de l'époque. L'Égypte, le royaume d'Assyrie et la puissance montante, le royaume de Babylone. Alors je vous explique ça en partant de l'actualité du moment. Vous savez qu'en ce moment dans le monde, il y a deux grands pôles de puissance. Il y a les États-Unis avec l'OTAN et il y a la Russie, la Chine avec les pays émergents. Aujourd'hui, si vous vous rendez bien compte, on s'aligne, on cherche à appartenir à l'un de ces deux blocs-là. Soit on est avec les Américains et l'OTAN, soit on est avec les Russes et la Chine. À l'époque, justement, pour tous les pays de la région proche et moyenne-orientale, soit on était avec l'Égypte, soit on était avec la Syrie, soit on était avec Babylone. D'accord? De sorte que, fait important, le roi Joachim, qui est un descendant de David, celui qui était au pouvoir lors de la première déportation, celle de Daniel et ses compagnons, ce roi-là avait été installé au pouvoir par le roi d'Égypte. Je le redis en d'autres termes. En Afrique, généralement, pour être président, il ne faut pas qu'on se le cache, il faut qu'on aille prendre la vie de l'Élysée, n'est-ce pas? Et c'est l'Élysée qui te dit, bon, toi, bon, c'est toi qu'on choisit, tu seras président de tel pays. Et on a même vu récemment avec le Tchad, le président Macron se déplacer et venir adouber l'installation du président Déby. C'est exactement ce qui se passe au temps de Joachim, où c'est un roi africain qui va installer le roi juif au pouvoir. Toujours sur le plan géopolitique et économique, cependant, à partir de l'an moins 605, l'Égypte va commencer à décliner en tant que grande puissance et d'ailleurs va être battue à la bataille de Carchemish par Nabuchodonosor, qui est le roi de Babylone. Donc à l'époque, c'était un peu comme une guerre entre États-Unis et Russie. C'était la guerre Égypte-Empire de Babylone. Maintenant, néanmoins, donc à partir de ce moment, quand l'Égypte va commencer à décliner, l'Égypte va vraiment se replier sur son territoire, quasiment le territoire qu'on connaît aujourd'hui de l'Égypte. Néanmoins, même replié sur son territoire, l'Égypte va conserver un certain prestige économique, commercial et même diplomatique. Dans les échanges commerciaux, l'import-export de la région. Et quand vous lisez le livre d'Ézéchiel du chapitre 26 au chapitre 30, vous allez vous rendre compte que l'Égypte va conserver un rôle de puissance économique majeure, même s'il n'était plus la première puissance. Alors, fait important, à cette même époque, un autre royaume africain est abondamment cité par les écrivains bibliques.
c'est encore Couche ou l'Éthiopie. C'est devenu aussi une puissance, mais de moins d'importance. Mais malgré tout, elle était respectée dans tout le Proche-Orient. Donc, retenez qu'à cette époque, il y a 2 pays africains qui sont respectés et qui sont considérés comme de grandes puissances. Je l'avais déjà dit que Couche est mentionné en Genèse 2:13, mais vous devez savoir que le mot Couche veut dire noir, brûlé par le soleil. Et on dit aussi en Genèse que les Couchites, donc les fils de Couche, étaient les descendants de Cham, ou Cam, ou Shem, ou Ken. Donc étaient des Kémites. Le mot Éthiopie, qui lui est un mot grec, veut dire aussi visage brûlé, bronzé ou noir. Donc, sans ambiguïté, toutes les fois que la Bible parle de l'Éthiopie, de Genèse à Apocalypse, si on veut, on sait qu'on est en train de parler de noir. Et même Ésaïe, le vieux prophète, disait au sujet de l'Éthiopie, dans une de ses prophéties en Ésaïe 20, verset 5, « Alors on sera dans l'effroi et la confusion à cause de l'Éthiopie, en qui Judas avait mis sa confiance et à cause de l'Égypte dont on se glorifiait. » Donc Ésaïe est en train de dire ici qu'à son époque, Judas ou une partie d'Israël comptait sur l'Afrique, c'est-à-dire sur l'Éthiopie et sur l'Égypte, pour sa survie en tant que nation. Bon, dans cette partie aussi, il y a 2 autres pays africains que la Bible va évoquer. Le pays qu'on appelle Put, P-U-T-H, ou P-O-U-T-H, évoqué 7 fois dans toute la Bible, mais qui, selon certains traducteurs, correspondrait à la Libye. Et il y a un pays moins bien connu qu'on appelle Loud. Bon, on n'a pas encore réussi à bien situer géographiquement. Ça fait en tout combien de pays dont la Bible parle pour l'Afrique? Combien? 4 pays. Et là encore, un événement géopolitique majeur. À cette époque, la Bible nous parle d'une coalition composée de 4 pays d'Afrique, c'est-à-dire l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie et un peuple qu'on n'a pas correctement identifié qu'on appelle les Soukiens, qui vont faire quoi? Qui vont former une alliance militaire pour aller battre Roboam, fils de Salomon. Alors, pourquoi cet événement, je pense qu'il est important? Parce que la Bible nous parle déjà de l'importance de coalitions géopolitiques et militaires africaines défendant les intérêts africains. Est-ce que ça va? On est à l'UOB, hein? N'est-ce pas? Vous comprenez les implications, non? La Bible parle déjà de l'importance de coalitions géopolitiques et militaires proprement africaines pour défendre les intérêts africains. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et on en reparlera plus tard. Voilà. Donc je dis ici que la nécessité de coalition militaire panafricaine n'est pas une nouveauté contemporaine. Aujourd'hui, on parle de l'AES, mais sachez que dans les temps bibliques, 2 Chroniques, chapitre 12, du verset 1 à 4, nous parle déjà de cette coalition militaire exceptionnelle. Maintenant, l'importance géopolitique et géospirituelle. Il faut le dire, le peuple juif en général, mais plusieurs écrivains bibliques en particulier, considéraient l'Afrique, notamment par ces pays les plus connus qu'étaient l'Égypte et l'Éthiopie, comme une terre d'importance géopolitique et géospirituelle majeure. C'est pour cela que dans aucun de leurs écrits ne pointe une certaine supériorité raciale envers l'Afrique, car ce fut le pays respectable. Donc, on est parti de Genèse, rappelez-vous. Là, nous sommes déjà dans les livres prophétiques et historiques. Jusqu'à présent, il n'y a aucune trace
une certaine allusion de la supériorité des autres races envers la race noire, ou bien la supériorité des autres continents envers le continent africain. Ça veut donc déjà dire que de Genèse jusqu'ici, vous ne retrouvez aucune trace ou aucun alibi pour justifier qu'on pourrait se servir de la Bible comme instrument de domination raciale sur les autres. Je reprends. De Genèse jusqu'au livre prophétique, même jusqu'au livre historique, on ne trouve chez aucun écrivain biblique un alibi qui ferait croire que la Bible dit que l'Afrique est inférieure aux autres continents, ou les Noirs sont inférieurs aux autres races, appelons-les comme ça. Parce que les écrivains bibliques en général parlent des pays africains comme des puissances internationales. Alors, question, c'est participatif. Donnez-moi un seul livre ancien qui évoque 4 pays d'Afrique, à part la Bible bien sûr, comme ayant une place géopolitique prépondérante sur la scène internationale. Est-ce qu'il y a un livre ancien dont vous avez connaissance qui glorifie le passé élogieux, le passé glorieux de l'Afrique? Est-ce qu'il y en a un qui existe? Allô? L'UOB, est-ce que vous êtes là? Qui a l'UOB ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Seulement? Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez nous sommes dans le temps du savoir ici. Est-ce qu'il y a un seul livre ancien qui glorifie les pays d'Afrique autant que la Bible? Est-ce que vous en connaissez un seul? Parce que c'est une discussion, c'est un débat. Après, il y aura des questions, il y aura des débats. Donc, peut-être que je m'avance sur un terrain erroné. On peut déjà me corriger en me donnant un seul livre ancien qui glorifie les pays d'Afrique comme la Bible. Bon, votre silence me montre qu'il n'y en a pas. Donc, leçon, la Bible est le livre ancien. Bon, j'ai hésité à mettre le seul parce que je pensais qu'on allait me contredire ici. Mais je veux dire que la Bible est le seul livre ancien qui glorifie le plus le passé glorieux des nations africaines. C'est le livre le plus élogieux et respectueux de l'Afrique.